Alors, je vous souhaite déjà à toutes et à tous la bienvenue ici à la Faculté de médecine pour cette soirée sur l'orientation destinée aux personnes qui s'orientent vers les PASS et LAS pour les études de santé. Je suis Thomas Lefebvre, je suis directeur adjoint de la direction de l'orientation. Je m'occupe notamment de toutes les actions de transition entre le lycée et l'université. C'est à ce titre-là que je vous accueille ce soir. Je suis accompagné ce soir par deux enseignants, le professeur Lancel et le professeur Lestrelin, ainsi que d'étudiants qui pourront aussi un peu vous faire part de leur vécu dans ces formations pour que vous puissiez aussi avoir leur ressenti et leur expérience par rapport à ces formations. Alors, dans un premier temps, je voudrais vous parler un peu plus largement de l'Université de Lille et de cette transition justement entre le secondaire et le supérieur. Alors déjà, quand on parle de l'Université de Lille, sachez qu'on parle d'un grand établissement qui recouvre un très grand nombre de domaines et d'établissements. On y retrouve à la fois différentes composantes par rapport aux différents domaines de formation qui sont proposés à l'université, mais aussi des établissements qui sont rattachés, qui comptent notamment l'École supérieure de journalisme, l'école Sciences Po, l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage, par exemple, voilà, sont toutes parties prenantes de l'Université de Lille. On y couvre vraiment tous les domaines de formation. On est une des plus grandes universités de France et on couvre quasiment tous les domaines. Je crois que la seule mention de licence qu'on ne propose pas, c'est théologie. Tous les autres aspects sont couverts chez nous. Donc, on y couvre la santé, mais aussi bien d'autres domaines. Et comme on vous l'expliquera par la suite avec la LAS, voilà, on peut explorer la santé à travers d'autres domaines aussi. Offre de formation donc très très large, avec des diplômes qui couvrent vraiment tout le spectre aussi. Des formations qui vont du bac plus 2, alors avec une formation qui est relativement peu connue, mais qui peut-être en intéresser certains, le DUST, le diplôme d'études universitaires en sciences et technologies, qui est une formation professionnalisante en 2 ans. Les licences et licences pro, les BUT, bachelor universitaire de technologie, qui sont des formations professionnalisantes en 3 ans. Les licences et masters, qui sont les formations les plus connues. Et bien sûr, après, l'ensemble des diplômes de santé que vous connaissez, vous êtes venus pour connaître, dont on va parler un petit peu plus en détail par la suite. Alors justement, avant qu'on parle de la PASS et de la LAS, je voulais aussi prendre un temps pour que vous ayez conscience qu'il existe d'autres formations dans le domaine de la santé. Parce que c'est vrai que pour un lycéen, on fait pas forcément bien la différence entre voilà, la PASS et toutes les formations auxquelles elle mène. On se dit voilà, il y a ça, et puis peut-être infirmier. Mais il existe d'autres formations dans d'autres domaines, alors avec des formations qui sont dans la santé soignante, des formations qui sont dans la santé plutôt non soignante, avec notamment des DUST, je vous en ai parlé tout à l'heure. Le DUST, c'est une formation en 2 ans professionnalisante. Il en existe quelques-uns dans ce domaine-là, notamment en intervention sociale, pour travailler notamment auprès de personnes âgées, personnes en situation de handicap, petite enfance, plutôt dans le domaine de l'aide à la personne. Le DUST de préparateur en pharmacie, qui pour tous ceux qui sont intéressés par le secteur de la pharmacie, mais ne se voient pas forcément partir pour des études aussi longues que celle de pharmacien, peut être aussi une alternative pour travailler justement en officine à notamment la gestion des stocks, le conseil à la clientèle, tous ces aspects-là de la vente en pharmacie. Et un DUST santé environnement technique de laboratoire qui lui est plus tourné voilà, justement sur le côté travail en laboratoire, plutôt à un niveau de technicien. Et enfin, technologie de l'organisation dans les professions de santé, plutôt tourné vers le management d'équipe en santé. Voilà, tous ces DUST-là, voilà, c'est des formations courtes qui peuvent intéresser des jeunes qui s'intéressent au domaine de la santé, mais qui ne se voient pas forcément aller aussi loin que les études, par exemple, de médecine, d'odontologie, de pharmacie, etc. Dans les parcours de licence, il y a les PASS et les LAS, donc là je vais passer très vite dessus puisqu'on vous en parlera beaucoup plus en détail par la suite, mais aussi 2 licences qui sont méconnues, pour moi, selon moi à tort. La licence Sciences pour la santé, qui s'adresse plutôt à des lycéens avec un profil scientifique, avec l'idée de développer justement à la fois ses compétences scientifiques, des compétences en gestion de projet et des compétences en communication, pour aller travailler dans tous les domaines techniques de la santé. Donc pas directement au contact du patient, mais par contre beaucoup plus au contact des professionnels sur des solutions techniques à leurs problématiques quotidiennes.
une licence sciences sanitaires et sociales, cette fois-ci, alors je vais dire un peu moins scientifique, dans le sens où on y a moins besoin de sciences dures, mais qui reste quand même une licence de sciences. Tourner celle-ci plus vers la connaissance du système sanitaire et social, et notamment du management dans ce domaine-là. Donc, qui peut permettre à des gens qui s'intéressent à ce domaine-là, mais qui n'ont pas forcément justement la fibre très scientifique qui peut être nécessaire pour les études de santé, d'avoir aussi des projets dans ce domaine-là, plus cette fois-ci dans le management de structure ou le management d'équipe dans les domaines sanitaires et sociaux. Et enfin, 3 diplômes, cette fois-ci plus, on va dire plus courts, des formations en 3 ans, en orthoptie, donc là, l'idée est diagnostiquer les problèmes de vue, faire les mesures, conseiller les personnes sur les dispositifs rares, donc en complément de ce que fait un ophtalmologiste. Un diplôme d'état d'audioprothésiste, donc là aussi, le terme est assez clair, hein, l'idée c'est concevoir, créer, adapter des prothèses auditives pour les personnes qui ont des problèmes d'audition. Et enfin, le certificat de capacité d'orthophonie pour devenir tout simplement orthophoniste. Donc comme vous voyez déjà, il y a un large panel de formations qui existe, et c'est vrai que c'est un conseil qu'on donne souvent aux candidats qui veulent aller vers passer là, c'est aussi de diversifier leurs vœux, leurs projets. Voilà, tout ça, je vous en parle pour que justement ces idées-là, elles puissent germer un petit peu, que vous puissiez aussi comparer, et vous dire, voilà, vous assurer que la formation que vous avez choisie, c'est bien votre projet, et que vous avez un plan B, si jamais ce projet-là n'aboutit pas. Alors, dans toutes les formations, la méthode de candidature est toujours la même. Je pense que vous connaissez maintenant tous bien Parcoursup, donc la plateforme d'information et de candidature sur les formations. Donc, obligatoire pour l'entrée en première année, quelle que soit la première année dans l'enseignement public, avec des dates à respecter. Donc, pour ceux qui sont en terminale, je pense qu'on vous les a déjà donnés, rabâchés, vous les avez déjà notés, encerclés au marqueur. Mais je les rappelle quand même, faites attention à ces dates. Ces dates, elles sont aussi un peu des échéances pour vous, pour prendre le temps de se renseigner, de prendre les informations, notamment sur les salons, les JPO, les événements comme aujourd'hui. Et vous aurez les résultats à partir du 2 juin. Je dis à partir du 2 juin, je le rappelle, Parcoursup, c'est une procédure qui se fait dans le temps, avec voilà des listes d'appels qui peuvent parfois prendre du temps à se dérouler complètement. Et voilà, parfois on peut avoir peur ou être un peu paniqué, stressé, justement en juin, parce qu'on n'est pas tout de suite appelé sur la formation qu'on souhaite. Je veux donner ce message-là à tout le monde. Respirez, réfléchissez, ne choisissez pas trop vite, et ne vous dites pas que si vous n'êtes pas appelé tout de suite, c'est fichu. Hein. Soyez aussi patient, et si vraiment vous avez un doute, allez demander conseil aux professionnels, on est là pour ça. Une fois admis dans la formation, il faudra bien sûr faire les démarches d'inscription. L'inscription, elle se fait en 2 temps. Une inscription administrative qui dit, voilà, je suis étudiant à l'Université de Lille dans telle formation. Elle passe par le paiement des frais d'inscription, sauf lorsqu'on est boursier, on en est exonéré, et de la CVEC, la contribution vie étudiant des campus, qui sert à payer toutes les activités et les dispositifs qui sont proposés aux étudiants sur les campus. Là aussi, les étudiants boursiers en sont exonérés. J'en profite pour rappeler également, on peut être boursier de l'enseignement supérieur, même si on n'était pas boursier au lycée. Et sur Parcoursup, quand vous allez faire votre dossier, vous aurez un simulateur qui va vous aider à estimer si vous pouvez ou pas recevoir une bourse étudiant. Je vous encourage fortement à le faire, même si vous pensez que vous n'avez aucune chance, parce qu'en fait, près d'un étudiant sur 2 est boursier. La deuxième partie de l'inscription, c'est l'inscription pédagogique, c'est-à-dire le moment où on choisit quelles sont les options, les matières qu'on va faire, le groupe dans lequel on va. Alors, on choisit ou pas, ça dépend des formations. Dans certains cas, on peut avoir des choix, dans d'autres, c'est plus des groupes dans lesquels on est assigné. Mais attention, cette inscription pédagogique, c'est elle qui permet de s'inscrire aux examens. Donc, elle est aussi indispensable. Je le dis parce que parfois, on a des étudiants qui se retrouvent un peu étonnés, alors qu'on les a relancés en général plusieurs fois, de pas se retrouver sur les listes des examens, alors que ils n'ont pas fait leur inscription pédagogique. Pour les étudiants, on propose tout un ensemble de modes d'accompagnement sur un peu tous les niveaux. C'est-à-dire que l'université, elle dispose d'un très grand nombre de services pour accompagner les étudiants. Souvent, la difficulté à l'université, c'est pas tellement
de recevoir un accompagnement, c'est plus d'identifier justement le bon service, de s'adresser à la bonne personne. Comme on est un grand établissement, voilà, il faut vraiment pas hésiter à aller demander conseil, information, notamment auprès de son secrétariat de scolarité, pour un peu savoir, voilà, j'ai telle problématique, qui va pouvoir m'aider. On peut accompagner les étudiants en situation de handicap qui peuvent avoir des aménagements, des matériels qui sont proposés. Là, on recommande très fortement aux lycéens qui sont en situation de handicap, qui ont déjà des aménagements au lycée, de prendre contact le plus tôt possible avec l'université pour pouvoir anticiper ces choses-là, puisque plus on fait les démarches tôt, plus on a de chances qu'on puisse mettre en place les choses dès la rentrée. L'accompagnement pédagogique, alors, ça peut passer par différentes manières. On peut avoir, dans certaines formations, des propositions dites oui-si, c'est-à-dire qu'on est accepté sur Parcoursup, mais l'acceptation est conditionnelle à accepter un dispositif de remédiation. Ça peut être des cours supplémentaires dans certaines matières pour se remettre à niveau. Ça peut être carrément faire sa première année en 2 ans. Il peut y avoir d'autres types de dispositifs. Ça concerne plutôt les autres licences que les PASLAS dans lesquelles ces dispositifs n'existent pas. Je le dis. On peut être accompagné sur son projet, et ça c'est une problématique assez courante justement pour les étudiants en santé. C'est définir son projet, c'est redéfinir son projet quand finalement ça ne fonctionne pas toujours. Et donc là, pour ça, vous avez notre direction, la direction de l'orientation qui est présente sur tous les campus et ici aussi sur le campus santé. Vous avez ce soir quelques membres de mon équipe qui sont régulièrement présents ici et qui pourront, je pense, répondre à vos questions en fin de séance. Et puis on prépare aussi à l'emploi. On a un service pour les stages et pour l'emploi à l'université qui propose des ateliers sur le CV, sur la de motivation, sur les entretiens qui accompagnent à la recherche de stage. À l'université, c'est pas que travailler, préparer les cours, c'est aussi toute une vie étudiante. Alors, on parle souvent des exigences des études de santé, du fait que c'est très prenant. C'est important aussi de se ménager justement des moments un peu plus de calme, de détente. On propose des choses qui peuvent permettre de le faire par le sport, par la culture. Il y a toute une offre qui est proposée aux étudiants, qui est adaptée, qui est sur leur campus en général. Les bibliothèques universitaires, dans lesquelles évidemment on peut travailler, mais aussi trouver des ouvrages pour le loisir. Dans certains cas, pour ceux qui nécessitent trouver un job étudiant dans des conditions adaptées aussi à ses études. Être suivi sur sa santé, c'est important aussi. On sait que c'est une problématique, la santé des étudiants. On a un centre de santé, on a des médecins, on a des psychologues qui peuvent suivre les étudiants quand ils sont en mal-être. Et puis aussi tout un ensemble d'aides sociales, notamment les repas à 1 euro, l'épicerie sociale, le prêt de matériel. Donc on a vraiment, comme je disais, un accompagnement complet sur tous les aspects des étudiants. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, vous venez ici sur place à la faculté de médecine. Ça vous a permis de voir, si vous ne le saviez pas encore, où ça se trouve, comment est-ce qu'on y accède. Si vous êtes venu par les transports, où prendre le métro et comment est-ce qu'on vient jusqu'ici. Si vous ne venez pas forcément de Lille ou si vous êtes un petit peu éloigné, il faut commencer à réfléchir. Comment est-ce que je vais faire pour venir en cours? Si je suis en LAS, où vont être mes cours? Parce que ce ne sera pas forcément ici. Ce sera même 4 jours sur 5, probablement pas ici. Où est-ce que je vais me loger? Comment est-ce que je vais faire pour les transports? Parce que ça, c'est des questions vraiment pratiques et qui vont avoir un gros impact sur la vie étudiante derrière, donc c'est important de réfléchir dès maintenant. Je vous parlais des bourses tout à l'heure. Quand on est boursier, on peut demander une résidence du Crous. On peut aussi demander quand on n'est pas boursier. On a moins de chances de l'obtenir, je vous l'avoue. Mais il y a d'autres solutions. Voilà, la location chez des particuliers. En ces temps-ci, les résidences générationnelles, donc entre étudiants et personnes âgées, par exemple, se font pas mal. Et la restauration, bien sûr, qui est disponible pour tous les étudiants. Alors, qu'est-ce qui change du lycée vers l'université? Alors, beaucoup de lycées de terminale ont encore des trimestres. On passe à un fonctionnement en semestre, 2 semestres à l'université avec des examens en fin de semestre, donc un rythme qui est assez différent. Au lycée, vous avez finalement beaucoup plus du contrôle continu, un peu tout au long de l'année. Là, vous allez avoir un peu de contrôle continu, mais surtout des examens avec des grandes échéances pour lesquelles il va falloir préparer l'ensemble de ses cours, ce qui veut dire devoir prendre des décisions par rapport à son rythme de révision, à qu'est-ce qu'on privilégie, être vraiment rigoureux dans le fait de travailler régulièrement, parce que si on attend les examens pour réviser, ça va être compliqué. D'autant plus dans des formations, on va dire une certaine compétitivité. On a aussi une certaine indépendance qu'on n'a pas quand on est lycéen. Justement au lycée, voilà, on
On vous dit quoi faire, quand le faire, les devoirs, on vous dit quand vous êtes les contrôles. C'est très cadré finalement. Voilà. Là, vous allez devoir être plus autonome sur, voilà, après un cours, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que je dois continuer à travailler, qu'est-ce que j'ai déjà bien acquis, qu'est-ce qu'il faut peut-être que je reprenne. Si j'ai un TD prochainement, bah, peut-être c'est bien de reprendre le cours. Mais personne va vous forcer à le faire derrière votre épaule pour vous dire « Attention, pensez à réviser ». Donc ça, c'est important de prendre les bonnes habitudes dès le lycée pour pas se laisser un peu prendre par surprise par ce rythme et par finalement cette sensation de liberté qui peut parfois un petit peu causer du tort aux étudiants. La taille des classes change. Voilà, aujourd'hui, vous êtes dans le plus grand amphi ici. Bah, voilà, il y a certains jours, les étudiants auront cours dans cet amphi et il sera plein. Donc c'est pas exactement la même ambiance qu'une salle de classe à 30 ou 35. On peut pas forcément interrompre le prof à tout moment pour poser ses questions. Ça peut être un peu compliqué. Donc c'est important d'être, voilà, bien concentré sur ce qu'on fait, de bien avoir préparé sa prise de notes, de savoir collaborer aussi avec les autres pour progresser. Et puis éventuellement, voilà, aller à la BU si nécessaire. Alors aujourd'hui, on va vous parler, voilà, de façon générale de ces formations. Il y a un moment privilégié, deux moments privilégiés pour échanger avec les enseignants, avec les étudiants. C'est de 1, le salon de l'étudiant sur lequel l'Université de Lille sera présent. Donc 16, 17, 18 janvier, à Grand Palais à Lille. Et le deuxième temps fort, c'est vraiment la journée porte ouverte, le 1er février, où là, voilà, si vous avez vraiment des questions plus précises, si vous voulez vraiment pouvoir échanger directement avec les enseignants, c'est vraiment le moment privilégié. Alors, je vous montre juste rapidement ce petit QR code qui vous donnera un peu le lien vers les formations du Fer de Santé. Et puis, je vais maintenant laisser la parole à mes collègues pour vous présenter vraiment plus en détail les formations PASS-HELAS.